Animé par Yves Lantier. Le podcast à la coupe. 100% hockey. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 11e épisode de la saison 4 du podcast à la coupe qui vous est présenté par Palescompte. Un gros merci à notre commanditaire. Également un merci aux boys de Puissance Nu Média pour tout l'aspect technique. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, toujours au nom de À la coupe, sauf sur Spotify où on porte le nom du Le Podcast à la coupe. Également, je vous invite à écouter à toutes les 2 semaines, les lundis soirs, c'est la sphère junior. Cette semaine, au niveau de la sphère junior, on a parlé des équipes qui vont être acheteuses et vendeuses pour l'échange. Là, en fait, c'est une période d'échange qu'on a au niveau junior. Donc, vers la fin de l'année, on a une période d'échange. Donc, les différentes équipes qui vont être acheteuses et vendeuses, eh bien, cet épisode-là est maintenant disponible sur notre chaîne YouTube à la coupe. Également, à tous les mardis midi, c'est la notif des sportifs animée par Loïc Salvaille ainsi que Andy Saucier. Cette semaine, on a jasé du pire et du meilleur du côté du Canadien de Montréal. Je ne sais pas pourquoi on a utilisé Kirby Dach pour la miniature. Ça doit être pour les meilleurs, j'imagine. Et puis sinon, c'est la notif des sportifs en prolongation les jeudis à tous les 2 semaines en soirée. Alors, c'est un gros programme qu'on a pour ce qui est de la programmation à la coupe. Aujourd'hui, on va se parler évidemment, on va se parler de l'Avalanche du Colorado, comme le mentionne le titre. On va se parler un petit peu aussi des Flames de Calgary, des rumeurs d'échange. Puis à la fin, on va se faire un petit jeu là, par rapport à peut-être du brain ranking, peut-être un quiz. En tout cas, on verra rendu là. Mais là, pour l'instant, c'est quasiment un spécial la notif des sportifs. On fait rentrer nos boys. On va commencer avec Loïc. Comment ça va, Loïc? Ça va super bien. Et toi, mon cher? Ça va très bien. Loïc, j'ai pas eu la chance de te parler depuis ton retour de voyage. Comment ça s'est passé, ton voyage en Europe? Oh, wow! C'est indescriptible. Même ça fait 1 mois que je suis revenu. C'était juste magique. J'ai encore la tête là-bas à certains instants de ma journée. Mais ouais, c'était magique, honnêtement. Là, c'est une expérience à vivre de faire ça tout seul pendant 3 semaines. Je te lève mon chapeau. Franchement, merci. moi, en tant que tel, voyager, j'aime bien, mais j'ai beaucoup d'insécurité. Fait que l'idée d'y aller seul, même si c'est organisé, je serais un petit bof confortable. Tu sais, quand on dit souvent qu'on peut sortir le gars du hockey, mais on ne peut pas sortir le hockey du gars. Ça reste, je suivais Canadien pareil, je suivais la Ligue nationale pareil. J'ai essayé de me rattraper dans le début de saison, même si j'étais à l'extérieur du pays. C'était un petit peu compliqué, mais on l'a eu un peu pareil. J'en ai raté des dégelés, puis je suis bien content. Il y a des bouts que tu as manqué que ça ne te dérange pas tant, finalement. Non, c'est ça, exact. Puis on va continuer aussi, on va y aller dans la lignée de la notif des sportifs. Cette fois-ci, on va y aller avec Andy. Andy, comment ça va? Ça va bien, vous autres, les gars? Ben oui. Bien, merci. Andy, cette semaine, c'est toi qui as eu la charge d'animer la notif des sportifs. Vous avez parlé des pires et du meilleur. Oui. Qu'est-ce que tu as retenu pire-meilleur du côté du Canadien de façon générale? Écoute, quand on a parlé du pire et du meilleur, c'est avec les 2 matchs qu'il y avait eu cette semaine, la semaine d'avant, dans le fond, contre les Oilers et contre les Golden Knights, que le Canadien avait probablement joué le meilleur match de leur saison contre les Oilers, puis un de leurs pires contre les Golden Knights. Fait que c'était ça, puis c'est fou. Moi, ce que j'avais retenu, surtout, quand je regardais, j'écoutais ça dans ma cave, je regardais la game, puis j'étais comme, le Canadien est tellement loin d'être du calibre des Golden Knights, d'une équipe prétendante, d'une équipe qu'on sait qu'ils vont faire les séries, puis qui ont gagné la coupe. Tout. Le Canadien est vraiment, vraiment loin de ça. Mm-hmm. Ils ont été vraiment surclassés. Puis c'est ça. Puis Kirby Dach, c'est ça. Mais oui, j'ai été content de faire l'animation. Le Rick, quand il n'est pas là, c'est moi qui le remplace. Puis quand il avait fait son voyage, comme vous avez parlé tantôt, c'était moi qui l'avais remplacé.
J'ai adoré l'expérience, puis j'adore encore ça. Puis je savais pas, par contre, Loric, que tu avais été tout seul. Ouais. J'étais sûr que tu avais été avec une gang de chums ou quelque chose. Je trouve ça vraiment impressionnant. Ben, merci. Honnêtement, là, tu sais, c'est fou. En plus que, tu sais, j'imagine que ça parlait anglais là-bas, Ouais. mais c'est quand même un autre pays, là, tu sais, tu t'en vas pas... tu sais, c'est un autre continent, là, tu sais, tu t'en vas Ah, pas 100%. aux États-Unis, là. Il y a quand même un gap là, de culture, fait que c'est Un gap impressionnant. Gap de culture, de langue, de tout ce que vous voulez. Il y avait des gaps partout, dans n'importe quoi. Ah ouais. C'était vraiment une belle expérience, honnêtement. Puis quelque chose que je peux dire, Andy, c'est que à mon absence, puis même cette semaine, quand tu m'as remplacé, tu performes beaucoup mieux que Kirby Doc. Ça, c'est assez facile, je sais. Ness, un compliment est un compliment. Oui. Puis, j'espère, j'ai pas eu le temps d'écouter l'édition que tu as faite, mais j'espère que tu n'as pas mis le bébé à moi puis Emile Slavkovski dans tes pires joueurs. Non. Même si probablement, je m'en doute que oui, parce que c'est assez. Non, c'est pas non, fameux. du tout. Quand j'ai parlé de Slav, par contre, mais j'ai parlé que j'étais vraiment en désaccord du fait qu'il commence sur la 4e ligne. Ok, ça, je suis d'accord. En plus, là, qu'il a joué sur la 4e ligne, il y a eu beaucoup d'infériorité numérique, puis il ne joue pas en infériorité numérique. Fait qu'il a joué comme 9 minutes, cette game-là. J'ai vraiment pas aimé ça. Là, je comprends, c'est une punition. Va-t'en réfléchir, j'imagine. Ouais. C'est ça que Martin Saint-Louis veut. Mais moi, dans ma tête, Slavkovski, c'est un premier choix total. Tu peux pas le mettre en bas de ton top 9, même si c'est pas de punition. Mais là, à l'aile, c'est la 3e ligne. Mais c'est la 4e ligne, je trouve ça. Même si c'est pour un match, on dirait que moi, dans ma tête, si t'es pour le mettre dans la 4, mets-le à Laval. J'en ai rien à foutre. Mais sa 4e ligne, j'ai vraiment. OP est mêlé dans les estrades. J'ai l'impression que c'est une 4e ligne, c'est vraiment pas bon. Puis avant c'est peut-être juste moi, là. Puis là, on bifurque pas mal, là. Fait qu'avant d'aller dans le sujet de l'Avalanche Colorado, les habitués, le notif, ces temps-ci, suivent énormément le pool keeper qu'on a commencé à parler, moi et Seth, depuis 2 semaines. J'ai reçu des offres pour Slavkovski et j'ai tout refusé. C'est bon bébé, on ne touche pas à Slavkovski. C'est bon, ça. OK. Beau topo sur Slavkovski. Écoute, oui. Sinon, moi, je veux mentionner quand même le début de saison de Brendan Gallagher. Puis en plus, le dernier match que j'ai eu la chance de voir, il est enragé. Là. Je pense qu'il y a eu comme 9 ou 10 mises en échec. Là. C'est incroyable. Moi, c'est bon d'être ça la première comparé à New York, mais ça, c'est un autre débat. Je l'ai dit en plus à la natif. Là, faut que j'arrête, là. Mais j'ai dit, si t'es pour montrer l'exemple et mettre Slav sur la 4, montre l'exemple et mets Gallagher sur la 1. That's it, Andy. High five à travers la caméra. Que ça s'aille pour 2 chiffres, ça ne change rien. Tu veux montrer l'exemple, mets-le là. C'est le seul qui travaille depuis le jour 1. Il est fini en marbre. Il y a plus de métal sur lui que de peau. Ça n'a aucun sens comment il est brisé, mais il est à fond tout le temps. Parlant de personnes qui n'ont pas mis d'effort, c'est l'Avalanche du Colorado. Oui. Merci Loric. Écoutez, les boys, je veux vous sortir un peu de votre carcan du Canadien de Montréal. On va y aller du côté de la Ligue nationale cette fois-ci. Puis moi, je veux parler de l'Avalanche du Colorado. La question pour l'ensemble du segment, c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter du côté du Colorado? Alors, du côté du Colorado, comme vous le savez très bien, il nous manque notre capitaine depuis maintenant, ces 2 saisons. Je ne fais pas erreur pour Gabriel Landeskog. Il mentionnait peut-être revenir au jeu cette année, mais ce n'était pas certain. Et là, c'est difficile. Le Colorado, actuellement, si les séries commencent, c'est la 2e équipe repêchée. Ce qui veut donc dire qu'on n'est même pas confortable en série. Et pire, on est même à égalité avec les Oilers d'Edmonton, je me rappelle bien, exact, avec 24 points. Donc, on a eu un début de saison qui est en dessous de nos attentes. Là, je vous demanderais de ne pas trop vous éparpiller. Je sais que vous avez peut-être le goût de parler des gardiens, on y vient plus tard. Mais pour l'ensemble, le début de saison de l'Avalanche du Colorado, est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'inquiétant ou on se dit c'est un début de saison? Moi, je ne m'inquiète pas du tout. On a 2 oppositions. Moi, je ne m'inquiète pas du tout parce que l'Avalanche du Colorado ont joué comme un mois de temps sans un trio complet puis sans un duo complet. Ça n'a aucun sens comment il y a eu des blessés en partant. Puis là, l'Avalanche du Colorado sont sur une séquence de 6 victoires en 8 matchs. Fait que pour moi, je ne suis pas inquiet parce que là, les blessés reviennent. Ça va mieux. Là, Landeskog, c'est vraiment un autre débat. T'sais, il n'est pas là
Puis l'Avalanche, ils ont quand même eu du succès sans lui, mais c'est sûr que ce serait un gros atout pour le club là, qui revienne. Mais en termes de blessés, je veux rajouter, entre autres, on a Joe Drouin là, qu'on a appris qu'il va être à la semaine, mais il a déjà manqué quelques matchs. On a Ross Colton qui était notre meilleur buteur, qui manque un long bout de temps. On avait Arthur Lekonen qui a manqué plusieurs matchs aussi. Ça, c'est juste pour amener des points à toi, Andy. C'est ça. Puis, tu sais, il y a eu, mettons, je regarde, là, il y a eu d'autres défenseurs de blessés, mais t'enlèves un trio d'une équipe, peu importe c'est qui, là, c'est eux gagner. Tu sais, c'est 3 attaquants, là. Tu n'enlèves 3, puis c'est des attaquants partants, là. Fait que, puis c'est Nichushkin, c'est vraiment un atout, surtout en avantage numérique. Ross Colton puis Lekonen, c'est du 5 contre 5, c'est de l'infériorité numérique. Ça paraît vraiment beaucoup. Puis malgré tout, l'Avalanche du Colorado sont 4e en powerplay. Fait que je suis pas vraiment inquiet pour le Colorado. Je pense que ça va se replacer. Est-ce qu'ils vont gagner la coupe? Je crois pas, là. Mais Mais on n'est pas inquiet. C'est ça. Pour moi, je suis pas inquiet. Parfait. Toi, Loric, c'est le contraire. Ah, 100%. Oui, il y a eu les blessures, que ce soit Valérie Nichushkin, Ross Colton maintenant, Joe Drouin et Gabriel Ledessa, que je compte maintenant, même plus partie de l'organisation à cause de son nombre d'années. Il est sur bord d'être éligible au temps de la renommée. Ça continue comme ça. C'est 3 ans d'inactivité. Hein? On est à 2. Mais moi, ce qui me trouble le plus, bon, à part les gardiens de but, vu qu'on sait tous, c'est pas mal la cause majeure, c'est la défensive. Il n'y a pas eu beaucoup de blessés à la défensive. Je regarde ça, on a du Devon Tays, Kyle McCarr, Josh Manson, Samuel Girard, Oliver Connington et Sam Malinsky, qui sont les défenseurs habituels de l'Avalanche du Colorado. Et en termes de goal against per game, donc en but contre par match, nous sommes au 31e rang de la Ligue nationale de hockey avec 3,78. C'est complètement aberrant pour une équipe comme l'Avalanche du Colorado que si tu veux aller en série, certes, tu as un problème devant le filet, mais ça dit que ton problème vient aussi de plus haut. Si la POC rend tes gardiens problématiques, ta défense ne fait pas le travail. Et oui, c'est bien beau de ne pas marquer des buts. Je peux comprendre, Nathan McKinnon emmène cette équipe sur son dos avec Kyle McCarr, mais la défense ne répond pas pour empêcher la rondelle de se trouver dans les patins de nos gardiens. Donc, ça ne marche pas. Et si ça continue comme ça, pour moi, c'est très inquiétant du côté du Colorado. Puis pour amener un point aussi qui va appuyer le RIC, c'est le désavantage numérique là, à 71,9 %. On est 28e dans la Ligue. C'est vraiment au niveau du jeu défensif qu'on a des difficultés et pourtant, on échappe des matchs à haut pointage, mais on gagne des matchs à haut pointage aussi. Puis ce qu'il faut mentionner, c'est que les meilleurs sont les meilleurs en ce moment. Parce que si vous regardez Nathan McKinnon, il connaît une excellente saison. Là, c'est 35 points en 22 matchs. Rantanen, 32 points. Kyle McCarr, 30 points. Fait que, tu sais, dans le fond, il nous manque des joueurs, mais il reste que nos meilleurs sont les meilleurs. Mais moi, ça n'a aucun sens comment je t'en ai d'accord. Pour de vrai. T'enlèves, là, mettons, là, je veux pas qu'on parle du Canadien, mais selon vous, le désavantage numérique du Canadien, il fonctionne? Il fonctionne quand même bien. C'est qui les 2 meilleurs joueurs de désavantage numérique du Canadien? C'est Jake Evans, puis mettons, on peut dire Josh Anderson? Ou ça va. Peu importe. T'enlèves ces 2 gars-là du désavantage numérique. Ça ferait dur. Enlève Lekonen et Colton du désavantage numérique de l'Avalanche Colorado. Ça fait dur. Fait que leur désavantage n'est pas bon parce que leurs 2 meilleures pièces de désavantage numérique n'est pas là. Puis t'as Georgiev qui n'arrête pas un foutu ballon de plage. Ça, il arrive, ça. Ouais, là, on y touche pas. Okay. On touche pas au gardien. Tu sais, je comprends que la défensive a de la difficulté. Mais l'habitude de la défensive et les gardiens sont sans. C'est de l'esprit de corps. Mais là, s'il y en a un, si les 2 ne fonctionnent pas, je pense pas jeter le dévolu complètement à sa défensive. Mais pour le désavantage numérique, c'est l'absence de Lekonen et Ross Colton qui fait parler la stats, à mon avis. Ben, c'est sûr, je te comprends là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment le fait que si la défense ne répond pas, ça fait en sorte que le Colorado peut se faire exploser 8-2, qui peuvent gagner 7-4, mais ça reste qu'il y a un trop gros nombre de buts alloués par cette défensive qui n'a pas été tant touchée par les blessés comparé à l'attaque, par contre. Non, c'est sûr. Donc, en plus, il y a encore moins de raisons de dire que cette défense-là a connu des pépins, des pépins en termes de qualité d'effectif. C'est quasiment la même
ou presque, depuis l'acquisition, depuis le début de la saison. Donc, pour moi, le problème se fait là. Devon Taze n'est vraiment pas au bout du jour. Samuel Girard non plus. Malinsky, de mémoire, sa première saison en Ligue nationale. Fait que ça, je l'enlève du compte. Josh Manson ne répond pas. Kellington ne répond pas défensivement. Cal McCarr ne peut pas tout faire tout seul non plus à un moment donné. Donc, pour moi, si on enlève les gardiens de but, le gros problème de l'Avalanche se joue à la défense qui ne répond pas. Et pourtant, sur papier, c'est une très bonne défensive. Là. Ah, sur papier, c'est une excellente défensive. Sur papier, c'est probablement dans le top 3 des meilleurs top 4 de la Ligue. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Puis, mais tu sais, il y a la défensive, mais tu sais, tu as un Casey Mittelstadt qui est à moins 12. Là. C'est affreux. Là. Oui. C'est affreux. Là. Maintenant, les boys, je vais vous amener une statistique qui est quand même très troublante. Et c'est une statistique qui nous est amenée par G Fresh, qui est un gars de statistiques avancées, je crois, qui est sur X, si je ne fais pas erreur, qui lui nous amène qu'avec une efficacité de 855, on n'est rien de moins que la pire équipe depuis la saison initiale des Sénateurs d'Ottawa en 1992-93. Au niveau des gardiens de but, moi, je ne suis vraiment pas un fan de blâmer les gardiens de but parce que, comme l'a expliqué le Rick, ça dépend beaucoup de ton système en avant et de comment ton équipe va jouer. Dans le cas de Georgiev, on a une saison qui est littéralement catastrophique actuellement parce qu'on parle ici de 871, 3,49 de moyenne. Je ne sais pas comment dire son nom, on va dire Annunen, 872, c'est pas vargeux. Mais Annunen, l'année passée, 928 d'efficacité. Cette année, 872. Donc, en quelque part, c'est peut-être pas juste le gardien, c'est peut-être ce qui se passe en avant. Oui, je pense pas que c'est juste les gardiens, mais ça reste que. Tu sais, admettons que un gardien, ça se joue beaucoup dans la tête. C'est vraiment beaucoup la confiance. 100%. Vraiment. Fait que si tu as deux gardiens qui sont pas en confiance, même si tu gagnes 2-1, puis ton gardien n'est pas en confiance, puis il laisse passer deux buts qu'il aurait dû arrêter, tu perds la game pareil. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais moi, c'est ma vision de ça. Puis, Georgiev, je suis pas vraiment un grand fan de lui, mais je suis d'accord avec toi, Yves. Blâmer juste les gardiens de but, je pense pas que c'est la bonne chose à faire, surtout qu'il y a la phrase très populaire du monde du hockey qui dit « Montre-moi une bonne équipe, je vais te montrer un bon gardien. » Des fois, tu as un gardien qui est faux. Les statistiques sont faussées par rapport à une équipe qui est complètement dominante. Si la défensive, comme le Rick amène, est un peu anémique en termes d'efficacité, c'est sûr que les gardiens vont avoir de la difficulté. Mais ça reste que un gardien en haut de 2 buts par match, en moyenne, puis en bas de 900, c'est vraiment... C'est pas super. Surtout pour un gardien numéro 1 de leur équipe. Là, les gars, vous me donnez l'opportunité de faire l'affaire que j'aime le plus, taper sa tête à Georgiev. Là, je déteste ce gardien de but. J'en ai été un dans le passé, pas à haut niveau évidemment, mais j'ai déjà été un gardien de but. Donc, oui, je comprends, là, c'est pas la faute du gardien, ça, je le comprends, j'y adhère, j'en ai déjà été un. Mais par contre, quand on regarde les statistiques de Georgiev, que ce soit avant cette saison, on remonte 2019-2020 avec les Rangers, avant son acquisition au Colorado. 910 en 34 matchs. 2020-2021 à New York. 905 en 19 matchs. Ensuite, dernière saison à New York. 898 en 33 matchs. On s'en va au Colorado. Bon, 919. 2022-2023. Mais l'année passée, 897. Il n'a jamais prouvé qu'il était un gardien constant. L'Avalanche, s'ils ont un minimum, un département des statistiques avancées, le savait. Et ils ont décidé de mettre un gamble dessus. OK, c'est bien, il a prouvé que quelques saisons, il est capable d'être en haut de 900. Mais là, ça fait 3 saisons sur 4 qu'il est avec toi, qu'il est en bas du 900. Tu t'en attends. Annunen, c'est un pari. Parce que sinon, il a joué 14 matchs, 928 d'efficacité, je pense que c'est l'année passée. Cette année, bon, ça peut être la game de la deuxième année. Ça, on peut l'excuser là-dessus. C'est plate, mais c'est des choses qui peuvent arriver pour un gardien recru ou juste pour un joueur recru. Mais dans le cas de Georgiev, il l'a démontré année après année, ce n'est pas un gardien numéro 1. Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Et c'est pour ça, et c'est l'erreur majeure de l'Avalanche. Oui, la défense ne répond pas, mais si la POC sera à ton gardien qui n'est pas en confiance, ça, je rejoins Andy là-dessus, qui n'est pas en confiance, ça ne marche pas.
Ça ne marchera jamais. Et Alexander Georgiev n'est pas un bon gardien en partant. Donc, c'est vraiment plate de voir ça aller, mais il fallait s'en attendre du côté du Colorado. Moi, je pense que ça, c'est une mauvaise gestion de Joe Sakic là-dessus. Puis tu vois, ben là, tu viens d'expliquer vraiment de long et en large mon dernier point qui était dans le cas de Georgiev. On y fait beaucoup confiance, plus de 60 matchs par saison. Puis pourtant, il n'a jamais vraiment prouvé qu'il méritait ce genre de confiance. Mais en termes d'agent libre, puis en termes de transactions, de masse salariale du côté du Colorado, c'est difficile de bouger pour aller chercher un meilleur gardien que Georgiev, si on le dit comme ça. Là. Fait que peut-être, 100%. je ne peux pas dire on n'a pas le choix, mais il faudrait. Exemple, les derniers gardiens qui ont bougé, c'est Jacob Markstrom puis Ullmark, puis ils ont passé à la caisse. Là. Le Colorado n'ont pas cet argent-là. Pour vous donner une idée, messieurs, nous allons faire un comparatif avec le Canadien. Kaden Primo serait le 3e gardien du Colorado. Donc, quand on se compare, on se console un peu. Mais par contre, Sam Montembeault serait le premier. Et tous ces gardiens-là, les 4, ne sont pas à 900. Ça donne une idée. Bon, le Canadien, c'est plus explicable que l'Avalanche, mais ça donne une idée que le gardien de but, c'est pas juste au Colorado. Moi, c'est vraiment cette stat que je regarde plus. Pas vraiment le nombre accordé, le nombre de buts accordés par match, c'est vraiment le taux d'efficacité. Puis le taux d'efficacité, pour moi, ton gardien doit être en haut de 900. Ah, c'est le strict minimum. Ouais. Le nombre de buts accordés, ça dépend de ton équipe, ça dépend de ta défensive, mais en tant que gardien de but, je pense que ton taux d'efficacité doit être... C'est 900. C'est une statistique standard, ce que tu mentionnes, mais il reste que... Moi, je vais juste te donner un exemple. Une organisation qui ne bloque pas le centre, que c'est des passes transversales dans son enclave, ton efficacité de ton gardien va baisser. Une équipe qui bloque le centre, les tirs vont venir du côté, son efficacité va augmenter. Fait que ça ne veut pas dire que ton gardien de but va être meilleur, c'est juste que les tirs viennent d'endroits qui sont moins menaçants, puis je n'ai pas besoin de faire de mouvement latéral. Fait que les statistiques sont manipulables. D'une façon ou d'une autre, il n'y en a pas une qui est parfaite, mais généralement, tes références, c'est surtout le 900 d'efficacité. Puis ça, c'est vrai que dans toutes les équipes, ça va être ça. Puis encore, là, dans la Ligue nationale, je trouve qu'un 900, c'est bas pour un gardien. Pour dire qu'il est bon, pour moi, c'est minimum 905 pour un remplaçant, 910 pour un starter, au minimum. Puis, à part une fois dans sa carrière, en tant que starter, Georgiev a su amener cette statistique-là plus haut à 919. Donc, pour moi, c'était une évidence que le problème était là. On a mis de l'argent cet été au Colorado pour aller améliorer de l'attaque, pour améliorer de la défense. Mais ça reste, ça fait 4 ans que tu as le même gardien puis ça revient tout le temps au même problème, puis on ne le règle pas. C'est comme les Maple Leafs, c'est comme plusieurs équipes de la Ligue nationale. C'est bien beau mettre une belle équipe devant ton gardien, mais ça reste qu'à un moment donné, il faut qu'il bloque les rondelles. C'était qui le gardien partant lors de la Coupe Stanley? C'était Georgiev. Il y avait une bien meilleure équipe devant lui. Oui, je suis d'accord, mais peut-être que lorsqu'ils ont gagné la Coupe Stanley avec Georgiev, ils se sont dit que même si ça va mal, c'est leur gardien, vu que le gardien qui était là lors de la conquête, c'était lui. Les boys, j'ai une question. La confiance envers le gars vient peut-être de là. J'ai une question pour vous autres, les boys. Là. Les 4 nations, ça s'en vient prochainement. Là. Le tournoi des 4 nations. Les 2 gardiens pressentis pour l'équipe Canada, il n'y en a pas un qui fait 900. Là. C'est Aiden Hill, c'est Jordan Bennington. Excuse-moi, Andy, c'est Darcy Kemper, le gardien de l'Avalanche dans la Coupe. Je me rappelais pas. Vas-y, excuse-moi. Donc, dans le cas d'Aiden Hill, c'est 887. Dans le cas de Jordan Bennington, c'est 891. Mais c'est que les gardiens canadiens sont pas bons. Ils sont pas bons, tu peux le dire. Ils sont très en difficulté. Mais je comprends où tu vas, Yves. Je comprends où tu vas. Mais ça reste, c'est les meilleurs gardiens canadiens. Genre, Aiden Hill est meilleur que ça. Bennington, je suis vraiment pas un fan. Personnellement, là, je suis vraiment pas un fan. Puis selon les rumeurs, le Canada veut approcher Joey Daccord qui a la double nationalité pour être le gardien. On est rendu à un point où est-ce qu'on approche un gardien américain pour être notre gardien. Encore là, je ne veux pas être méchant, mais les 2 gars que je vous ai nommés sont partants dans leur équipe. Oui, 100%. Oui, mais les gardiens élites dans la Ligue nationale, je pense que c'est quelque chose qui se fait rare maintenant. Il y en a peut-être 4 ou 5.
Mais mon point est en plus que vous parlez depuis tantôt qu'il faut qu'il y ait 900 pour Oui. être dans la Ligue nationale. Je trouve ça Et médiocre là, quand même. et là, je vous parle de gardiens de but qui sont partants dans des Ouais. équipes qui sont Mhm. compétitives et qui vont représenter leur pays. Ils ne sont pas dans le 900. C'est complètement fou. Ça ne Moi, marche je pas. trouve ça médiocre. Honnêtement, je trouve ça médiocre. Moi aussi. Voire pathétique. Ouais. Je trouve ça médiocre quand même. Maintenant, Tu sais, je veux. Ah, puis vas-y. tu y vas avec des équipes qui ont de la difficulté en ce moment. Tu sais, les Golden Knights, ils font les séries, mais en général, c'est vraiment pas une si bonne, excellente saison pour eux. Fait qu'Adam Hill a de la difficulté aussi. Même chose pour Bennington. Mais c'est ça. Encore une fois, comme on dit, montre-moi une bonne équipe, je vais te montrer un bon gardien. Exact. Mais ça reste que les gardiens canadiens, Oh, on ça est fait dur cette loin année. du trio Luongo, Price, Fleury. Là. Mais Et encore ça. là, je vais vous arrêter, mais les Golden Knights sont premiers dans la Pacifique. Donc, de dire qu'ils n'ont pas une bonne saison, tu t'attends à quoi? Ben, les Golden Knights, dans mon cas, je trouve qu'ils ont une bonne saison, mais ça reste que moi, je Mais suis un sais, amoureux des gardiens de on dirait but. que je trouve que le bateau, il est pas si fort que ça. Mais c'est personnel, là. Mais je sais pas, on dirait qu'avec les gars, là, ils ont dévissé le Canadien. Là. Oui. Mais vraiment, là. Mais dévisser le Canadien, pas mal toutes les équipes peuvent le faire, ça. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, je trouve que les Golden Knights, c'est. Ah, je sais pas. Je suis pas un fan je suis pas un fan de court, mais de cette année, je trouve pas qu'ils sont aussi bons que leur fiche est. Mais ça reste le point à Yves, c'est son premier. Ils n'ont pas un bon gardien. C'est vrai, mais c'est parce que l'équipe devant va bien. Ce qui n'est pas, le cas du Colorado. Vraiment pas. L'équipe en avant va bien. L'attaque va bien. Mais défensivement, ça va mal. Ça va mal, ça va mal, ça va mal. Ce qui explique pourquoi la rondelle sera au gardien, comme je disais tantôt. Puis si tes gardiens peut-être pas en plus, ben là, c'est une catastrophe. On a mis Noonan 2 fois devant le filet contre Tampa Bay. 2 fois! Tu sais, moi, je pense que le mot d'ordre pour le Colorado devrait être on doit se sacrifier. On doit sacrifier notre corps. Genre, il faut vraiment que quand il y a des lancers, on essaie de les bloquer. On se fout sur le ventre. Genre, être l'entraîneur-chef pour redonner confiance aux gardiens, montrer aux gardiens qu'on est derrière eux, parce que c'est beaucoup de la confiance, encore une fois, là, un gardien. Bloquer des lancers. Bloquer. Puis je pense que c'est ça qui aiderait au Colorado. S'il y aurait 100%. quelque chose à dire, qu'est-ce qu'on peut améliorer au Colorado? On bloque des lancers. Bloquer des lancers. Puis je pense que ça peut vraiment aider la cause. Mais encore une fois, 6 victoires à leurs 8 derniers matchs. Puis les gars, dernière question, vite. Est-ce que si les déboires du Colorado continuent, est-ce que ça se peut que Jared Bednar soit sur le hot seat? Je penserais pas. Je lance la question comme ça, là. Ben écoute, avec si on Montgomery, elle s'est fait mettre dehors, puis c'est pas de sa faute, là. C'est ça. Jim Montgomery se fait mettre dehors, même si son équipe fait les playoffs puis qu'il a fait des miracles avec une équipe que personne n'était en série pendant 2 ans. Ouais, mais là, peut-être que Jim Montgomery aussi avait eu des histoires avec des joueurs ou peut-être. Moi, en tant que tel, je ne sais pas. Là. Mais là, la piste de réflexion que moi, je voulais vous l'amener, c'était plus les Flames de Calgary. Oui. Alors là, on a parlé des Golden Knights qui sont premiers dans la Pacifique. Les Flames sont deuxièmes. Et les Flames, si tu regardes statistiquement parlant, on se calme sur les gardiens, statistiquement parlant, il n'y a pas de joueurs qui sont éclatants cette année du côté de Calgary parce que Anderson, qui est un défenseur, c'est ton meilleur pointeur à 13 points. Après ça, par contre, ce que je trouve d'intéressant, avez-vous vu combien de gars qui ont 10 points ou plus? On parle là de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gars qui ont 10 points ou plus. Ouais. Après ça, on a 2 gars à 9 points ou plus. La répartition de la production du côté de Calgary, elle est très importante. C'est une équipe qui n'est pas très forte offensivement, mais c'est tout le monde qui contribue. Et c'est peut-être ça qu'on a aussi du côté du Colorado. On est trop centré sur les meilleurs qui sont les meilleurs, peut-être pas assez sur le reste. Moi, honnêtement, là, avec les Flames, je pense qu'ils portent bien leur nom. C'est un feu, mais je pense que c'est un feu de paille. Ça, c'est personnel. Je pense vraiment que les Flames vont pogner leur mur et ils vont retourner à la réalité. Ils ont fait des échanges. Ils ont échangé leur gardien numéro 1. J'aime beaucoup Dustin Wolf. J'aime Dan Vladar. Incroyable. Mais Wolf, je suis content qu'il ait fait la Ligue enfin.
Il a tout cassé, là, AHL, là, Dustin Wolf, là, c'est incroyable. Oui, je regarde ses statistiques en ce moment. Ça n'a aucun sens, ce gardien-là. Mais je pense vraiment que les Flames sont pas aussi bons que ça. Ils vont pogner leur mur. Je suis convaincu. Dans un mois, on se parle, puis ils sont out des séries. Wow, à ce point-là! Ouais, je pense. Là, je veux pas. C'est un peu un hot take, puis c'est un peu. Je sais pas si je devrais aller là, mais je pense qu'ils surfent, puis qu'ils ont recherché de l'énergie par rapport à Johnny Gaudreau. Je pense que ça l'a vraiment fouetté les troupes, ça l'a fouetté l'organisation, ça l'a vraiment apporté. Hey, on va. Tu sais, ça l'a fait un peu ça avec les Blue Jackets. Là. Les Blue Jackets, au début de l'année, il y avait beaucoup d'énergie. Beaucoup. Les Flames, ils ont un peu plus d'éléments que les Blue Jackets. Exact. Puis je pense qu'ils ont surfé là-dessus. Puis je pense que ça va redescendre. Mais là, comme j'ai dit, c'est mon opinion. C'est peut-être vraiment pas la vérité. Mais je suis convaincu quand même que dans un mois et demi, ils font plus série. Dans mon cas, le loup va continuer de crier dans les buts pour les Flames de Calgary. C'est un gardien extraordinaire. Ça, c'est un exemple d'un bon développement d'un gardien de but. Là, j'espère qu'on ne parle pas trop vite non plus. Mais j'en rejoins Andy sur le fait que sur papier, les Flames, ce n'est pas une équipe de série. Vraiment pas. Mais quand ton équipe décide de mettre la main à la pâte, que tu es une équipe de travailleurs, puis c'était une des caractéristiques qu'on vantait du nouvel entraîneur. Je pense que sa première saison, c'est sa deuxième du côté de Calgary. J'ai oublié le nom de cet entraîneur. Mais c'est le vieux de la vieille, là. Non, c'est plus Daryl Sutter. C'est plus lui, ok. Non, ils l'ont mis dehors. Les Flames l'haïssaient. Quand ils ont changé de DG, ils l'ont mis dehors en même temps. Ryan Huska. Ryan Huska, c'est ça. Mais Ryan Huska, dans ses caractéristiques, il aime avoir une équipe de travaillants. Un peu comme Dean Evison, un peu. Donc, si toute l'équipe réussit à mettre la main à la pâte, oui, tu n'auras pas nécessairement un gars de 35 points en 20 matchs comme McKinnon. Mais c'est là que tu vas avoir des gars de 7 gars de 10 points et plus, 2 gars de 9 points. Rasmus Anderson, qui n'est pas reconnu pour son côté offensif, mais qui n'est pas connu dans l'Est, point barre, se développe très bien malgré son âge de 28 ans, amène un côté offensif qu'on ne voyait pas nécessairement à ce point-là de son côté. Tout le monde met la main à la pâte. Est-ce que je pense qu'il ferait les séries à les regarder aller? Oui, mais comme wild card, par contre, comme équipe repêchée, je m'attends à un ralentissement. Ils ne finiront pas deuxième de la division. Je m'attends à un ralentissement du côté des Flames. Mais ils vont être assez en feu pour faire les séries, mais ça limite, je pense. Puis moi, ce que je trouvais intéressant avec les Flames, c'est que si on continue dans notre lignée, on peut avoir plusieurs marqueurs de 20 buts ou plus. On n'aura pas de gars de 100 points, mais on risque d'avoir plusieurs gars qui vont avoir une vingtaine de points. C'est une équipe qui est une équipe, comme vous l'avez très bien décrit, là, de travaillants. C'est plus peut-être des gars qui ont de quoi approuver aussi, je ne sais pas. Là, une équipe comme ça, par contre, c'est le fun à regarder. Je pense qu'une équipe, mettons, tu mets l'entraîneur, le système de jeu avec une équipe comme le Colorado qui ont un peu de difficulté en ce moment, c'est incroyable. Oui. Chaque gars se sacrifie, chaque gars font ce qu'il a à faire. Tu sais, là, je sais que tantôt, je veux pas revenir sur cette saison-là, mais tu sais, la saison 2021 du Canadien, quand ils ont fait les séries, puis ils se sont rendus en finale. Ouais. Chaque gars avait leur rôle. Oui, chaque totalement. gars se sacrifiait. Chaque gars bloquait des lancers. T'avais aucune superstar. T'avais aucune superstar. Tout le monde mettait la main à la pâte. C'est ça. Fait que c'est ce qu'une équipe gagnante doit avoir. Mais ça reste que je pense pas qu'ils sont une équipe gagnante. Je pense vraiment que les Starford Pie, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça. Moi, je suis curieux de voir, honnêtement, parce qu'il me rappelle un peu quand les Golden Knights étaient arrivés dans la ligue, personne ne croyait en eux. Puis cette année, il n'y a personne qui croyait aux Flames. Puis je pense qu'ils ont réussi à prouver wrong. Puis
comme je dis, si tu regardes sur papier, il n'y a pas de joueur qui se démarque de façon hyper, à part peut-être Dustin Wolf, mais sinon, tu n'as pas de joueur qui se démarque de manière hyper significative. Puis pourtant, l'équipe performe. Puis ça, c'est la raison que l'équipe joue ensemble. Puis ils vont souvent aussi en prolongation. Ça. Je sais pas, là, c'est une équipe qui ont des matchs serrés. Là. Parce que, statistique générale, là, c'est particulier quand même. Là. 2,64 de buts marqués, 2,73 de buts encaissés. Donc, on compte moins qu'on en accorde, mais on est quand même bien placé, deuxième dans le Pacifique. C'est des matchs serrés. Vas-y. Une défense va gagner des championnats. Si tu as une bonne défense, ça fait moins de buts. Oui, tu vas aller souvent en prolongation, ça va être des matchs à plus bas pointage. Mais si tu as une bonne défense, tu vas aider ton attaque à pouvoir gagner dans des matchs à bas pointage. Mais dites-moi, les gars, OK? Le Canada. Excusez. Calgary sont à 4 points de différence avec la 6e équipe de leur division, la Pacifique. Ouais. Là, admettons qu'on dit juste les 6 équipes. Tu as Vegas, tu as Calgary, tu as Vancouver, tu as Los Angeles, tu as Edmonton puis tu as Seattle. Êtes-vous vraiment certain que Calgary vont faire les séries? Avec ces 6 équipes-là, avec les 5 autres équipes qu'on peut dire qu'ils peuvent se battre pour les séries, oui, non, je pense pas. La manière que Loric parlait, il parlait d'équipes repêchées. Moi, je serais plus porté à dire qu'ils vont faire partie du mix. Oh! Fait que le mix, c'est faire les séries, c'est ça? Non, pas nécessairement. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, il y a tellement de parité dans la LNH que ça peut être c'est 2 ou 3 points qui va... c'est que les matchs de fin de saison sont intéressants. Oui. Parce qu'à une certaine époque, c'était pas le cas. Oh, tu sais, même il n'y a pas si longtemps, là, dans le temps où c'était les Bruins, les Kings puis les Blackhawks qui étaient comme les 3 forces, là, il n'y avait plus de débat. Là. C'était genre qui des 3 qui vont gagner. Là. Il y avait les Canucks aussi avec les frères Sedin, mais quand même, on n'est plus là, puis c'est le fun en tabarouette. Maintenant, on va y aller du côté des rumeurs de transactions avec Loric. Loric, moi, je veux t'amener d'entrée de jeu avec Jiricek parce que je pense que c'est celui qu'on entend le plus parler. C'est le sujet le plus chaud du côté dans la Ligue nationale au complet, en fait, où va se retrouver David Jiricek. On se souvient, c'est le choix numéro 5 au total, si ma mémoire est bonne, dans le repêchage de Slavkovski. Mm-hmm. C'est un défenseur très offensif dans la Ligue américaine. Il brûle la Ligue, ça n'a aucun sens. Il est vraiment fort. Mais à Columbus, c'est le 8e défenseur. Donc, on a de la misère à s'établir du côté des Jackets. Et selon David Pagnotta, les équipes suivantes ont un intérêt total à David Jiricek. On parle du Wild du Minnesota, les Ducks d'Anaheim, les Predators de Nashville, les Flyers d'Edmonton et les Flyers de Philadelphie et les Oilers d'Edmonton. Nouvelle équipe d'année? Les Flyers d'Edmonton, c'est un mélange des deux. Les Flyers d'Edmonton et les Oilers de Philadelphie. Ouais, t'as McDavid qui joue avec Mishkov sans même ça serait innocent. Ça serait incroyable. Et David Jiricek est un défenseur droitier. Donc, il y a une équipe qui a besoin criant d'un défenseur droitier. Et c'est cela qu'on parle le plus souvent dans la notice des sportifs. Le Canadien n'en fait pas partie. C'est étonnant, ça dépend. Parce que David Jiricek n'est pas reconnu pour son côté défensif. Vraiment pas. Mais donc, si jamais le Canadien sont intéressés et peuvent y aller, je pense que ce serait une excellente idée. Parce que Mike Madison, si tu te dis dans 3 ans, est-ce qu'il va être encore avec le Canadien? Je suis vraiment pas sûr. Exact. Dans 3 ans, est-ce que Jiricek va devenir un NHLer à caractère? Non, ce que je m'en vais, c'est plus pour l'avantage numérique, caractère offensif. Tu as Hudson qui est là, qui va prendre le spot à Madison. Tu as besoin d'un autre qui soit capable d'apporter de l'offensive. Maillot, à un moment donné, il va se développer. Là, je crois bien. Dans la Ligue américaine, il va bien, en tout cas. Moi, je crois pas. Dans la Ligue américaine, très bon défenseur. Parce que moi, dans ma tête, exemple, que les Canadiens vont chercher Jiricek, Maillot est dans le deal. Puis on oublie le David aussi, le Reine Bakker. Ouais, mais lui, c'est pas caractère offensif. Non, lui, c'est vraiment peu importe. Mais ça serait très intéressant. Oui, exact. Mais moi, s'il y a une équipe qui doit être agressif, ce serait les Ducks. Parce qu'avec la perte de Drysdale, je pense qu'il y aurait vraiment besoin de David Jiricek dans exact. Sinon, les Sharks, je ne me rappelle pas si tu les as nommés. Non, les Sharks, là, eux autres, là, le Deep Chart à def, là, pas grand-chose. Il y a Sam Dickinson et il y a un Russe, je ne sais plus c'est lequel. C'est
Et les gars, moi, je trouve qu'il y a une équipe qui ne m'étonne vraiment pas dans ce mix-là avant d'aller dans les autres rumeurs. C'est les Oilers d'Edmonton. Encore une fois, on s'en va chercher un défenseur offensif qui n'est pas capable, pour l'instant, sur un défenseur en développement, de faire le travail défensif. Quelle surprise du côté des Oilers qu'on veut encore aller chercher des points sans être responsable dans sa zone. Ah, c'est surprenant. Le def que tu parles avec les Sharks, c'est, je sais pas son prénom, mais son prénom de famille, c'est Mukamadulin. Exactement, c'est lui. Merci Moi, je pour veux revenir avec les Oilers. Tu sais, les Oilers, tu l'as bien souligné, puis tu regardes en ce moment Evan Bouchard et Troy Stetcher, c'est tes deux défenseurs droitiers top 4. C'est pas des défenseurs qui sont réputés comme étant très défensifs, c'est surtout des défenseurs qui sont mobiles, qui aiment avancer. Ça fit dans l'identité de l'équipe, mais tu sais... Pas dans le besoin. Ben, en fait, dites-moi ce que vous en pensez. On les a vus là, jouer contre le Canadien de Montréal, puis ils ont été littéralement menottés. C'est une équipe qui veut que ça bouge tout le temps. Donc, tout le monde doit tourner, tout le monde doit bouger. C'est très intense au niveau de la pression offensive, mais c'est très irresponsable au niveau défensif. Puis, tu sais, tu l'as mentionné, le Rick, je veux dire, la défensive gagne les championnats. Les Oilers, il va falloir qu'ils travaillent leur identité, pas juste des gars. Il faut qu'ils travaillent l'identité de l'équipe. Exact. Oui, ben c'est un problème depuis plusieurs saisons à Edmonton. Là, tu sais, je comprends qu'ils se sont rendus en finale, quand même. Mais j'ai pas l'impression qu'ils se sont trouvés en tant qu'équipe encore. Puis, tu sais, là, c'est vraiment un autre sujet, mais je suis pas fan de la réaction de McDavid qui perd vraiment beaucoup son sang-froid dans le vestiaire. En finale, là? Ouais, qui crie et hurle. Je pense pas que tu as besoin de crier pour passer un message. Je crois pas que des capitaines comme Taves, Crosby, Weber, des gars comme ça ont déjà crié dans un vestiaire. Je pense pas que tu as vraiment besoin de ça. Puis je pense que ça va avec le fait qu'il y a encore beaucoup de questionnements avec Edmonton. C'est juste qu'ils ont un gars comme David qui fait 200 000 points par année. Et il ne faut pas oublier Jay Zattel aussi qui en fait partie. Ouais, il n'est pas méchant lui non plus. Mais anyway, quand tu as un style de pression très haute, de tout le temps tourner, bourdonner dans la zone pour faire la pression sur le défenseur, mais ça ouvre la défense. C'est sûr que ça ouvre la défense. Puis le Canadien a trouvé comment faire mal aux Oilers. Il y a des autres équipes qui ont causé des défaites, dont les Panthers en finale, malgré le fait qu'ils ont passé très proche de la perdre. Mais c'est vraiment impressionnant, les Oilers, mais ça reste que David Gerichek n'a pas le besoin. Non, c'est ça. C'est pour ça que je parle aussi du côté d'Anaheim qui devrait être agressif. Parce qu'ils en ont besoin. Puis Anaheim sont vraiment pas prêts à gagner. Fait qu'ils peuvent vivre avec le fait que David Gerichek a des lacunes défensives en ce moment. Je pense qu'un def offensif peut travailler son aspect défensif et devenir du moins responsable dès qu'il ne met pas son équipe dans le trou. Mais tu vois, moi, je pense que les trois équipes pour lesquelles Gerichek serait le meilleur, ce serait pour les Ducks, les Flyers et le Wild du Minnesota. Moi, je pense que c'est les trois équipes dans ceux-là que j'ai nommés. C'est sûr que le Wild, j'aimerais ça. Le Wild, ça remplacerait la perte de Matt Dumba, puis j'aimerais ça aussi. Et c'est bon, ça fait longtemps, ça. Oui. La perte n'a pas été remplacée. Mais je veux juste. La perte n'a pas été remplacée pareil. Du côté du Minnesota, on a quand même une bonne brigade défensive. C'est du côté gauche qu'on a plus de difficultés. Du côté droite, on a Brock Faber, qui est un excellent jeune défenseur, puis on a Jared Spurgeon, le capitaine. Je pense pas nécessairement que ce soit des défenseurs droitiers qu'on a le plus besoin, mais j'aimerais quand même parce que c'est une très belle équipe. Maintenant, le Rick, le temps file. Il faudrait qu'on aille avec peut-être une autre rumeur. Puis là, Brad Marchand, ça serait un shake là, du côté de Boston. Selon Chris Johnston, si les Bruins ne réussissent pas à changer les choses malgré le changement d'entraîneur, ben ça se peut que Brad Marchand soit sur le marché. C'est à ce point-là que ça brasse du côté de Boston. C'est ton capitaine, c'est ton gars qui est là depuis... Tu viens de le nommer. C'est le gars qui est là depuis le début de sa carrière. Les gars, sur une échelle de 1 à 10, à combien pensez-vous que ça là peut arriver? Moi, honnêtement, là, c'est d'une échelle de 1 à maudit que j'aime pas ça. Là. Genre, pour vrai, là, ça n'a aucun sens. C'est pour ça, il y a beaucoup de rumeurs aussi avec Sidney Crosby, d'échanges et tout. Mais mon point est, tu es capitaine de ton équipe, tu as déjà gagné tes Coupes Stanley. Je dis pas un gars qui a gagné aucune coupe, aucun trophée, qui a la soif de terminer sa carrière avec une coupe.
s'il faut que les Bruins rentrent en reconstruction, je pense que ton capitaine et ton gars qui a gagné tes coupes doivent être là. Fait que moi, j'aimerais pas voir Marchand. J'aime vraiment pas Brad Marchand, mais je voudrais qu'il reste là pour être avec les jeunes, aller vers l'avant. Mais si ça arrive, Mais la question de Rick, c'est sur ton échelle, tu penses les chances qu'il soit échangé, ce serait quoi? Sur 1 à 10, mettons. 3. Fait que d'après toi, c'est très peu probable. Écoute, mais il y a une éventualité. Tout est possible. Exact. Wayne Gretzky a déjà été échangé, les gars. Exact. C'est à partir de ce moment-là, tout peut. Travis Moine aussi. Faut le dire. Faut le dire. On est clairement dans le même monde. Wow. Oui, c'est le même niveau contre Sergei Gonchar en chaise handicapée. Là. Mais, tu sais, rapidement, c'est qu'on a renvoyé notre entraîneur-chef, Jim Montgomery. Fait que ce serait peut-être plus un message qu'on enverrait aux joueurs. Mais je suis d'accord avec Andy. Pour moi, ce serait illogique du côté de Boston de faire ce move-là. Mais c'est déjà arrivé. Hein? Martin Saint-Louis s'est fait échanger contre Ryan Callahan. Weber s'est amené à Montréal. Tu sais, ça se peut que le capitaine se fasse échanger. Mais j'ai tellement de la misère à imaginer Brad Marchand dans un autre chandail que celle-là des Bruins. Moi, je pense que l'éventualité est à 2. Ça ne marche pas. Là. Ben, je vais y aller à 4. Fait que comme ça, c'est moi qui vais être le plus élevé. Oh! Mais je pense pas, moi non plus. Je ne verrai pas tant le move. Est-ce que tu as une dernière rumeur avant qu'on passe au jeu? Oui, allons du côté des Rangers, messieurs, ça brasse du côté des Rangers. Le premier, mais ça, c'est pas nouveau. Depuis cet été, on le sait que Jacob Trouba est sur le marché des transactions. Ça, c'est pas nouveau. Mais il y a un petit nouveau qui pourrait se rajouter, et c'est l'autre que Chris Kreider. Et on a des clubs, selon Bleacher Report, on a des noms de clubs qui peuvent s'intéresser à Chris Kreider. On a les Blackhawks de Chicago, pas étonnant, ça amène un vétéran. Oui. On a les Bruins de Boston. On a les Sabres de Buffalo, les Ducks d'Anaheim, les Golden Knights et le Utah Hockey Club. J'irai avec les 2 ou 3 premières, je pense. Les Blackhawks, Bruins et Sabres. J'aime ça, surtout pour les Blackhawks. Ça rajoute vraiment beaucoup de grind puis j'appelle ça, moi, personnellement, de la vétérance autour des jeunes. Quand je me fais des clubs tout seul chez nous, je dis hey, il me faut de la vétérance. J'ai un jeune club. Je pense vraiment que tu sais, là, t'as Tyler Bertuzzi, t'aurais Chris Kreider, t'aurais Foligno. Là, t'as du monde là, qui sont durs à jouer. Là. Puis j'aimerais ça. Je pense que ce serait le move, mais là, les Blackhawks sont pas tant de monnaie d'échange. C'est ça à part des choix. Puis, mais aussi, j'aimerais au Sabres parce qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs de ce genre-là. Puis aussi, Chris Kreider a une liste de 15 équipes, je crois, qu'il choisit où se faire changer ou ne pas se faire changer. Mais si jamais c'est le Canadien, au moins, il va arrêter de blesser nos goalers. Oh non! mais par contre, Chris Kreider amène ce que le Canadien a besoin en ce moment, c'est de l'intensité et de la force. Oui, mais l'équipe que je vois le plus là-dedans, ce serait les Sabres de Buffalo. Tu amènes un vétéran dans un groupe extrêmement jeune, malgré le fait qu'Asmus Dahlin, c'est le capitaine, ça reste un des plus vieux de l'équipe. Il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. Et donc, Chris Kreider amènerait ce côté vétéran. Il a connu une finale de la Coupe Stanley avec les Rangers, de long parcours en playoff. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut amener tes jeunes à un autre niveau dans le vestiaire. Ça va être super bien pour les Sabres de Buffalo. Dommage pour Kreider qui, tu t'en vas à Buffalo, tu ne vas pas gagner la Coupe Stanley, je dis ça. Non, c'est ça. Mais tu vois, l'équipe qui m'a le plus surpris, c'est les Bruins de Boston. Pour moi, ça n'a aucun sens de vouloir transiger Brad Marchand, mais d'aller chercher Chris Kreider. Là, soit que tu t'en vas dans une reconstruction. Mais ça fit dans l'ADN des Bruins. Oh, oui. Mais mettons que le move qui reste, c'est d'essayer d'aller chercher Chris Kreider, puis ça ne marche pas, puis après ça, on échange, on rentre en reconstruction, exemple. OK, ouais. Mais si tu vas chercher Chris Kreider, c'est exactement le genre de joueur que les Bruins aiment. Ah ben oui. Fait que c'est ça. Ben, c'est un joueur qui est rapide, qui est capable de jouer physique, puis je pense que ça peut être intéressant. Tu as besoin d'un gars de même en playoff. Oui, exact. 100%. Puis même Jacob Trouba, je le déteste, mais je pense que pour une équipe qui veut aller en série, ça peut être intéressant d'avoir un joueur physique. Ben, c'est un bon défenseur, mais à 8 millions, il ne vaut pas ce prix-là. Il y a mieux à arracher des têtes. Mettons à 25%, ça arriverait à quoi? À 6,25, 6,50? À peu près. Là, c'est un prix qui fait de l'allure. Ça se prend bien, le Jacob Trouba.
Ouais, en tout cas, disons que du côté des Rangers, on panique un peu, mais en même temps, ce qu'on veut, c'est la coupe, puis on est équipe repêchée en ce moment. Fait que ça va pas nécessairement super Ouais, bien. je pense que le bouton panique a été pesé un peu vite là, du côté des Rangers. Je pense qu'ils ont l'équipe pour se redresser. Là. En tout cas, ils ont du talent, ça, c'est sûr et certain. Andy, on va y aller maintenant avec tes jeux. Il nous reste un petit 10 minutes. Oui! Ouais, vous voulez quoi? J'ai deux. J'ai soit des quiz, soit des, comme on dit dans la culture populaire, des bling wang king. Oh my God! OK. C'est pas de l'appropriation culturelle de parler Non. en asiatique, ça, là. Non. Non, c'est notre podcast. L'autre podcast, comment il s'appelle? J'ai oublié. Je sais pas. En tout cas, Blank Wanking. Anyway, c'est pas une pin, c'est juste drôle. Yves, on est sur ton show, je te laisse la main pour savoir Ouais. où est-ce qu'on s'aventure. Écoute, on va commencer avec un blend ranking, puis après ça, si jamais on a du temps, on fera un quiz. Parfait. Ben écoute, les gars, je l'ai appelé mon premier blind ranking. Je vais faire voir ma propre blague. Les Young Guns. Fait que, évidemment, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai peur. Fait que je vais vous nommer les gars, puis vous vous ostiner sur qui va où. Je vais commencer avec le premier. Là, il faut qu'on se mette d'accord, c'est ça? Faut qu'on se mette d'accord? Okay. McLean, Celebrini. Moi, je pense, vu que c'est sa première année, je le mettrais à 3. Je serais assez confortable parce que j'ai l'impression qu'on va nous sortir probablement une affaire très élevée comme Connor Bedard ou quoi de même. Ah, moi, j'attends le Bedard. Là. Je serais confortable d'y aller à 3 mois aussi. OK. Fait que à 3. Celebrini 3. Juraj Slavkovski. Oh non. Oh non. C'est pas mon petit bébé. C'est pas moi qui va te le mettre top 3. Oh non. Il aurait été un fit parfait pour le 3. Oh, oui. Je te propose 4. Je vais suivre. Je vais attendre des noms meilleurs que Juraj. Même si c'est mon bébé, Émile, je suis désolé, mais il faut qu'on le mette 4. Il peut pas être en haut de McLean. Adam Fantilli. Oh, fuck. Ben, il est bon, Adam Fantilli. Oui, mais j'ai l'impression que Slav est meilleur que lui. Je salue Sam, là, mais je dis ça à cause des blessures de Fantilli. Mais je pense pour l'instant, j'aurais mis Slav au-dessus. Fait que j'ai l'impression de mettre Fantilli 5, mais connaissant Andy, il y a une pogne qui s'en vient, c'est sûr. Je m'attendais pas à 5, c'est personnel. Mais je pense, mais connaissant Andy, il y a une pogne qui s'en vient. Fantilli, parti comme il est parti en ce moment, risque d'avoir une saison aux alentours de 40 points. Là. Fait que, on ne parle pas ici d'un joueur qui va faire 100 points cette année. Là. Non. Fait qu'on a le choix entre 2 fait que là, vous avez 5. 1, 2 ou 5. Ouais, 1, 2 ou 5. Ben, moi, je te proposerais. Moi aussi, je m'attends à avoir probablement quelqu'un de très faible. Ouais. Puis quelqu'un de très fort. Fait que j'irais avec 2. On y va avec le 2. Ok, on y va avec le 2. Ah, je l'attends, la pogne. Luke Hughes. Ah, lui, je l'aime beaucoup, par contre. Très bon joueur. Là, on le met 1 ou 5. Est-ce qu'on se sécurise un peu ou on gamble? En gros, c'est ça. Là. Sécurisé pour toi, ça serait numéro 5? Ça serait de le mettre 1. Pour moi, le sécuriser, ça serait de le mettre 1. Si on le met 5, pour moi, ça serait le gamble. Mais moi, je te suis. Peu importe la position, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de pogner une chance ou de sécuriser. Le feeling que j'ai, c'est que d'après moi, il ne sortira pas de Connor Bedard. Fait que d'après moi, j'aurais pas lui. J'aurais eu un feeling Mitchkov. Oui. Fait que j'irais 5. Ok, je te suis. Fait que Hughes en 5. C'est qui notre numéro 1? Vous savez pas tomber dans mon piège. Le prochain, c'est Connor Bedard. Ah, wow. Moi, je voulais vraiment que vous le mettiez 5e. Je vous aurais ri de vous quand même assez solide. Je suis fier de vous, les gars. Fait que le classement serait Connor Bedard, Adam Fantilli, McLean Celebrini, Juraj Slavkovski et Luke Hughes. C'est pas si mal. Là. C'est vraiment pas si mal. J'en aurais changé, mais c'est pas si mal. C'est ça, j'aurais changé, mais tu sais, j'aurais mis peut-être McLean 2, Juraj 3, Hughes ou Staff, on peut les changer en 3 ou 4, peu importe. Fantilli en 5. Écoute, je pense qu'on va y aller pour un autre. Je pense qu'on a le temps d'un autre. Oui. On va y aller, je l'ai appelé les retraités. OK. Premier choix. Puis là, on va y aller par, mettons, peut-être carrière ou quelque chose, parce que là, si on y va pour maintenant, ça va être un peu difficile. Mais en tout cas, Marc-André Fleury. Ah, mais il n'est pas retraité. OK, fait que c'est des joueurs actifs qui sont pas à la retraite. Actifs très vieux.
OK. Bon. Ouais, pas retraité. Ouais, OK, ouais. Loric, Ah, je te fais mon speech, tu décideras, OK? Mais pour moi, Marc-André Fleury, avec tout l'amour que j'y porte en tant que personne, ça n'a pas été un gardien exceptionnel. Donc, pour moi, même si c'est un premier choix overall, il s'est fait tasser en série, il s'est fait rejeter de Pittsburgh, rejeter de Vegas. Moi, je le mettrais 5. Ouf! Oh! Wow, je m'attendais pas à ça. J'adore Marc-André. Je suis pas un fan, mais j'adore Marc-André Fleury. Moi, j'aurais mis 3 ou. J'aurais mis peut-être 3, moi, dans mon cas. 5 pour Fleury. Ah non, mais c'est vrai, c'est des retraités. Mais c'est des gars actifs qui sont vieux. Moi, je l'aurais mis 3, moi, Marc-André. Est-ce qu'on coupe la poire en deux puis on le met 4? On le met 4. On le met 4? OK. Parfait. Après ça, j'ai Brent Burns. Oh, défenseur intéressant, ça, mon Loric. Vas-y, qu'est-ce que tu as comme feeling? Moi, j'adore Brent Burns. Là. Je fais une petite... J'adore tellement Brent Burns. Faut passer aux retraités. Est-ce que Andy peut... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'Andy peut nous sortir du Crosby, du Ovi, du... Non, il y a des chances. C'est ça. Fait est-ce que Brent Burns, on y va avec en haut de Fleury ou on le met en dessous de Fleury? Fait que ça serait 5 ou 3 dans mon cas. Le 1 et 2, je ne le touche pas avec Burns. Très bon défenseur à travers les années. Et de mémoire, il a gagné un Norris, mais je suis pas sûr. Aïe, j'hésite entre 3 et 5, je sais vraiment pas où le mettre. Moi, je suis confortable pour le mettre 3. C'est un très gros défenseur hyper mobile qui a produit beaucoup offensivement. Pas de coupe. Si tu me sors Ovechkin, Crosby, c'est assez facile de le tasser. Fait que pour moi, je serais confortable de le mettre 3. OK, on le met 3. Justement, les gars, mon troisième, c'est Alex Ovechkin. Là, écoute, on a un ou deux, là. Ouais, là, si quelqu'un dit 5, c'est rough. Mais moi, j'attends le Crosby, j'attends. Mais ça se peut qu'il soit pas là. Si jamais Crosby n'est pas là, est-ce que tu vois actuellement un gars qui est proche de la retraite qui pourrait être très, très, très élevé? Non. Je ne mettrais pas Nick Foligno en haut d'Ovi. Mais tu sais, Ovi, OK, à la limite, là, il va probablement battre le record pour ce qui est du nombre de buts. Ouais. Même si Crosby serait deuxième, c'est pas dramatique. Non. OK, moi, je pense qu'on y va avec un 1 pour Ovi. On sécurise. On va jouer safe. Là, il nous reste 2 et 5. Corey Perry. 5. 5, ouais. 5. Parfait. Et mon cinquième joueur, c'est Trevor Lewis. Oh non. Donc, le classement, les boys, c'est Alex Ovechkin, Trevor Lewis, Brent Burns, Marc-André Fleury et Corey Perry. Oh non. Finalement, j'aurais bien vécu avec Marc-André Fleury deuxième. Oui. Oh non, Trevor Lewis. Oh, hey, désolé, Loric. Non, c'est correct. J'aurais dû t'écouter. As-tu t'en un autre, non, hein? Oui, 2 minutes. C'est ça, faut le faire en express. On est-tu game? On est game. OK, gardien de but. Oh, Jacob Markstrom. Pas mon meilleur. Moi, je serais off, ouais, puis 3-4. Fait qu'on peut 4. On peut 4. OK. Après ça, Dustin Wolf. Oh. Bon potentiel, mais pas dominant. Là, je veux dire, il vient de commencer. Là, fait que moi, j'y irais 5. OK, good. On suit. Après ça, j'ai Darcy Kemper. Oh non. Ben 3, là. On le mettra pas plus haut. Là. Après ça, j'ai il est content. J'ai Linus Ulmark. 2. Ben là, j'ai peur. Là. Ah là, il est content. Là, là il est content. J'ai Caden Primo. Oh non! Fait que les gars, votre classement des meilleurs gardiens de la Ligue nationale et Caden Primo, Linus Ulmark, Darcy Kemper, Jacob Markstrom et Dustin Wolf, c'est un classement haut en couleur. Alors, sur ces bons mots de grande connaissance de hockey de notre part, merci Andy, tu nous fais passer pour des grands fins connaisseurs. Les boys, un gros merci d'avoir été là ce soir. Ben de rien, ça fait un plaisir. On se donne rendez-vous pour mardi prochain pour la notif des sportifs. D'ici là, pour les gens à la maison, ben un gros merci d'avoir été là, puis on se revoit très bientôt. Salut. Bye bye. Yeah.